on croit qu'on est logique, mais de la manière dont on enchaîne les idées, la manière dont on digère des fois mal des souvenirs, etc., le cerveau est très foutoir. Oui, souvent on donne une cohérence après. Ouais. On crée une logique après, alors qu'en fait les choses... Et donc, c'est ce qu'il y a aussi par rapport au travail de la mémoire, ouais. C'est que j'ai lu des bouquins dernièrement sur comment le cerveau reconstitue des souvenirs, ou invente des souvenirs qui sont censés justifier des nœuds du présent. Et du coup, effectivement, tu peux te réveiller un jour et tu dis, ouais, ça y est, j'ai eu un souvenir, tu vois, que ce soit en pleine séquence de psychanalyse, ou en séance chamanique sous psychotrope, ou juste dans la vie, tu dis, ouais, tout d'un coup, je me suis souvenu d'un truc. Et en général, ces souvenirs soudains qui arrivent, pour la plupart du temps, c'est des souvenirs inventés qui t'arrangent par rapport à ton quotidien du présent. Des fois, c'est juste des déductions. Des fois, tu dis A plus B entraîne C. Du coup, effectivement, j'ai dû vivre ça parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est ça. Mais des fois aussi, c'est des souvenirs inventés. Dernièrement, une fois, j'ai eu un souvenir de mon enfance, de quand j'avais 12 ans. Et celui-là, je sais qu'il est vrai, mais ça m'a super surpris d'avoir un souvenir de l'âge de mes 12 ans qui n'est pas été réactivé depuis et que tout d'un coup il se réactive. Mais ce qu'on dit, c'est que les souvenirs qui n'ont pas été réactivés au bout de 5 ans s'effacent définitivement. Et du coup, les souvenirs que tu retiens le plus, c'est ceux qui sont liés à des photos, des vidéos ou à des objets, parce que chaque fois que tu vois l'objet ou chaque fois que tu vois la photo, tu repenses à cette scène-là, à cette journée-là, et toutes les autres journées qui étaient avant ou après cette séance photo disparaissent. Et effectivement, j'ai un souvenir de... Moi j'en ai un où je suis à New York à l'âge de 4 ans avec un petit tigre, etc. Et bizarrement, cette photo-là me renvoie au parc d'amusement dans lequel on l'a pris, et j'ai peut-être 3 micro-flashs du parc d'amusement, mais c'est parce que cette photo-là, chaque fois que je la ressors, je repense à ces trois souvenirs associés, mais probablement, à part la photo, les autres souvenirs associés sont déjà réinventés, et tu as le décor a changé plusieurs fois, et tu as le parc d'amusement il a changé de couleur. Et c'est comme une stratégie du cerveau, si ça doit arranger dans notre quotidien, c'est le cerveau c'est comme une stratégie de survie on est des bêtes de survie. Et après, effectivement, tu as un disque dur qui est assez réduit, et il faut de temps en temps vider le disque dur, parce que sinon tu as trop de... Tu peux pas t'imaginer, tu n'as pas le cerveau d'une baleine, pas que les baleines, effectivement, elles peuvent se souvenir de choses de 100 ans plus tôt. Nous, on a un petit cerveau, donc il faut vider le disque dur régulièrement. Tous ces questionnements-là. Et bizarrement, après, dernièrement, effectivement, je ne me suis pas défoncé depuis très longtemps, mais surtout depuis que je suis entré en pré-production du film, je me suis dit, voilà, on arrête tout. Et je me suis retrouvé que de plus en plus, je bois de la vodka le soir, et il t'arrive d'avoir des blackouts. Ou tout d'un coup, le lendemain matin, tu dis, voilà, j'étais dehors, tac, tac. Et tu te souviens des situations, mais tu te souviens pas des dialogues, encore moins des tiens que des autres. Et les gens disent, ouais, tu ne souviens pas, on a parlé. Et tu croises les gens, et c'est comme si, sous vodka, plus qu'on était naturel, ton cerveau vide le disque dur au fur et à mesure qu'il avance. Et du coup, effectivement, tu n'enregistres pas ce que tu es en train de faire. Ça ne veut pas dire que tu t'es mal comporté ou que tu as des conneries. Mais ça juste, effectivement, c'est que tu te dis, voilà, ton cerveau considère que c'est pas indispensable d'enregistrer les discussions, tac, tac, tac. Et puis, tu peux te retrouver avec des gens qui disent, oui, on a discuté pendant 1 heure. Non, mais j'ai un ami qui, lui, ça lui arrive souvent. Il s'est réveillé un matin ensemble. Oui, non mais ça veut dire qu'il a fait des conneries. Moi dans mon cas, je fais pas de conneries, mais juste effectivement c'est que tu n'enregistres pas parce que peut-être que quand tu es un peu bourré, tu considères que ça n'a pas d'intérêt à être enregistré. Tu peux voilà, c'est plus Non mais il se réveille, quand j'ai tué quelqu'un. En fait, il avait défoncé une bagnole, tout ça. Mais nul, enfin tu vois. Et toutes ces questions. J'ai un ami aussi qui un jour était très bourré. Il est allé aux toilettes et il est tombé, il s'est heurté la tête contre l'évier. Et du coup il s'est réveillé, à un moment, il avait mal à la tête, il y avait du sang partout. Et du coup il comprenait pas, il croyait qu'il s'était fait agresser, etc. Et c'était pareil, c'était le mec, il a fait une intoxication à l'alcool. Mais effectivement il était là, il dit qu'est-ce que c'est? Il a l'impression qu'il était dans un film criminel, etc. Mais c'était pas grand chose, c'était juste une connerie.
Oui, c'est marrant ça. Et tous ces questionnements sur les états de conscience altérés, ça nourrit le film, le projet. Ces choses dont on parle maintenant, ça fait longtemps que tu t'y intéresses. Ouais. C'est toujours des choses. Quand tu réalisais par exemple Seul contre tous ou après Irréversible, tu avais toujours le scénario comme ça en arrière-plan de Enter the Void, sur lequel tu ajoutais des notes progressivement ou Non, c'est le. À un moment, je pensais que le film allait se lancer avant de tourner Irréversible. De facto, après sur le contre-tous, j'avais pas un succès commercial à mon actif. Donc convaincre des gens pour mettre de l'argent sur ce film, même s'ils aimaient sur le contre-tous, c'était tellement différent que c'est peut-être pas plus mal que le film soit pas fait à ce moment-là. C'est certainement beaucoup mieux même que le film soit pas fait à ce moment-là et que tout d'un coup j'ai sauté sur ce film où il n'y avait pas de scénario irréversible, où j'ai testé pas mal de trucs liés au cru, au trucage et ça, et qui aussi m'ont donné une crédibilité commerciale pour lancer celui-ci. Après, effectivement, malgré que Irréversible était un succès commercial, et qu'on le veuille ou pas, c'était un succès médiatique parce que si tu déclenches beaucoup de haine, tu déclenches beaucoup de papier, tu déclenches aussi des amis qui sont proportionnels au nombre d'ennemis, et du coup la sauce a monté, et du coup le film il existe, et même aujourd'hui si je me fais arrêter avec ma mobilette par un flic, il y a 2 chances sur 3 qu'il ait vu Irréversible, il commence à parler de cinéma, ou tu vas au commissariat, l'autre fois, tu es au commissariat pareil, tous les flics parlent de ça, tu prends un taxi, il y a une chance sur 2 que le mec au moins il ait entendu parler du film. Et voilà, c'est devenu un objet populaire. Grâce à ça, j'ai pu faire le nouveau film. Et c'était quoi la question des princes? Oui, sur l'écriture, pas de manière secondaire, mais de toute façon tu réponds à partir du moment où... non, mais je sais que si tu continuais à écrire, ou si tu prenais des notes... Pendant que tu réalisais... Non, et que du coup, effectivement, le film était retardé. Et bien sûr, au fur et à mesure que j'attendais à ce que le film se mette en place, tu rajoutes des trucs, parce qu'il y a toujours des nouvelles expériences, le fait d'aller au Japon, découvrir des décors, tu rajoutes des trucs, après tu rencontres un mec, tu racontes des anecdotes de sa vie, tu dis tiens je peux intégrer ça, après tu as vu un film expérimental où il y a des effets que tu aimes bien, tu dis tiens je vais essayer d'intégrer ces effets là à mon film, c'est pas sûr que ça marche, et du coup tu écris le film en conséquence, même une fois qu'on avait fini de tourner le tournage principal au Japon, qu'on était revenu, qu'on était parti au Canada, j'avais appris le montage du film, et des gens de la prod, des gens de mon équipe montage ou Pierre Buffin lui-même, me dit tiens il manquerait une séquence de crématorium où tout d'un coup tu vois le corps incinéré, il manquerait ceci, cela, et après effectivement tu écoutes ce qui te paraît en phase avec tes convictions intimes, même si l'idée ne vient pas de toi, tu dis ouais ça il a raison, et je me suis retrouvé à rajouter des séquences pour harmoniser l'ensemble du film et que tout se tienne au mieux. Mais sinon, avant le tournage, ton scénario était très écrit, quoi. Il était même très très écrit. Je suis passé d'un extrême à l'autre, je dirais. Enter the Void était surécrit. D'ailleurs, comme il y a des parties pris filmiques assez particulières, il fallait vraiment expliquer. Des fois, il y avait des pauses en tête de chapitre. Voilà comment la partie flashback va être filmée, voilà comment la partie vision subjective va être filmée, comment la partie vision astrale va être filmée. Et aussi, comme c'était un film très visuel, je décrivais même les couleurs des décors, alors qu'on n'avait pas les décors, mais comment, je sais comment tu peux décrire un film aussi visuel si ce n'est par des suites de détails, d'adjectifs, même si après ça change. Et même le scénario, il y avait des pages en couleur pour bien délimiter les différents types de filmage. J'ai pas gardé toutes les versions du scénario, mais ça a pas mal évolué entre le premier jet et le dernier jet. Et je pensais au départ aussi qu'il y aurait beaucoup plus de voix off au début, mais on avait enregistré une voix off et le truc qui s'est passé, c'est que c'est peut-être des trucs de termes de voix et aussi de temps. Bien monter une voix off, ça prend beaucoup de temps et à un moment il fallait livrer la copie. Il aurait fallu que je re-enregistre la voix off, finalement je m'en suis tenu là, mais je pensais que j'allais mettre encore plus de voix off que dans Seul contre tous.